Honnêtement, je me suis dit que je voudrais plus jamais avoir d'enfant, si c'était pour repasser par là, plus jamais. J'ai paniqué parce que j'ai cru que j'allais mourir. On m'a pas laissé la dilatation complète, elle a fait au forcing. Et puis mais j'aurais pu porter plainte en fait parce que c'était vraiment très très violent les paroles qu'elle disait. Moi, c'est Laetitia. Je suis chercheuse et ce podcast a pour but de parler des violences obstétricales et gynécologiques. Mais surtout, d'amener des solutions pour qu'elles ne se reproduisent plus. Les personnes qui témoignent dans ce podcast auront des prénoms d'emprunt pour garantir leur anonymat. Pour ce dernier épisode de cette série de podcasts, j'avais envie de vous parler de l'importance du projet de naissance, ainsi que du rôle primordial des accompagnants et accompagnantes pendant la grossesse, l'accouchement et après la naissance. Nous allons alors définir, ensemble, ce qu'est un projet de naissance. C'est un outil qui est utilisé pour les parents afin de se mettre en réflexion autour de la naissance de leur enfant et où ils se questionnent, nous, qu'est-ce qu'on aimerait pour que cette naissance nous corresponde ? C'est un outil qui permet de faire le pont entre les parents et les professionnels de santé. Donc, quand les professionnels de la santé lisent ce projet de naissance qui est écrit par les parents, ils peuvent se dire, ici, ça leur importe, par exemple, qu'on les appelle par leur prénom. Ce n'est pas une liste de courses de choses à faire, mais vraiment plutôt dans qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Et donc, ça va parler de choses essentielles comme j'ai besoin de savoir, j'ai besoin qu'on respecte mon intimité, j'ai besoin peut-être que mon mari sorte quand on va m'examiner, j'ai besoin qu'on me couvre les jambes. Quelles sont en tout cas les qualités dont j'ai besoin de voir apparaître au moment de cet accompagnement pour me sentir en confiance, pour me sentir en sécurité? C'est quels sont les besoins, quelles sont les inquiétudes, quelles sont les peurs, qu'est-ce qui pourrait être les obstacles. Pour élaborer le projet de naissance, Jessica, gynécologue, oriente ses patientes vers une sage-femme. J'aborde l'idée d'aller faire une préparation à la naissance avec une sage-femme en dehors de mon cabinet. Moi, je fais pas de préparation à la naissance et donc je collabore avec plein de sages-femmes. Et donc, en général, là, à un moment donné, est élaboré ce projet de naissance. Et en général, les patientes reviennent vers moi avec ce projet de naissance qu'on survole. Alors, en général, ça reste quand même des trucs assez répétitifs. Je veux pas d'épisio si c'est pas nécessaire. Je veux pas de ventouse si c'est pas nécessaire. Je veux pas de césarienne. Je veux que mon mari soit là. Enfin, ça, c'est le b.a.-ba, le clampage tardif. C'est devenu quelque chose qui est tout à fait rentré dans les mœurs à l'hôpital, partout. Ce que j'ai regretté pour la première, c'est de pas avoir vu une sage-femme avant. La kiné prénatale, c'était très chouette, mais j'aurais préféré le faire avec une sage-femme au final, de plus en discuter. Enfin, c'est la sage-femme qui va être là au moment de l'accouchement, c'est pas la kiné. Faire une préparation à la naissance et écrire son projet de naissance permet aux futurs parents de se poser des questions sur ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent pas. Même si au début c'est difficile de savoir, mais de se renseigner sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Pour la deuxième, j'avais lu un livre et c'était pas du tout théorique parce qu'il y a plein de livres sur la théorie, à un moment, voilà. Mais c'était plus de se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que c'est bête, mais je me rappelle que pour la deuxième, on avait le projet d'accoucher en maison de naissance. Je sais pas en parler à ma gynéco. Et parce que j'étais gênée de lui dire, mais en fait après, au final c'est moi qui choisis, c'est pas la gynéco, et du coup de se poser les questions de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Je pense que ça m'a permis de moi savoir ce que je voulais,
de prendre le temps de savoir, de me dire ok, qu'est-ce que je vais écrire sur ce papier. Et du coup, ça m'a permis un peu de me projeter dans ce jour de l'accouchement. J'avais peur d'arriver à l'hôpital avec mon petit papier et qu'on me prenne pour la chieuse qui a plein de recommandations. Et donc je lui avais dit, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Parce que ma sage-femme m'avait dit que ça se faisait, mais comme elle ne travaillait pas dans l'hôpital où j'étais, je me suis dit, peut-être que là où je vais, moi, ils n'aiment pas ça ou. Même si Jessica conseille à ses patientes de prendre contact avec une sage-femme, elle prend évidemment le temps d'en discuter et de répondre aux questions des futurs parents en lien avec l'accouchement. Comment est-ce que vous l'imaginez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Cette simple question-là, mais ça ouvre vraiment des portes et tout d'un coup on se rend compte que il peut y avoir en fait des freins, des obstacles. Je pense, je l'ai encore dit plusieurs fois en consultation aujourd'hui, mais négliger le lien entre l'esprit et le corps, au jour d'aujourd'hui, ça devient complètement absurde parce que clairement ça a un impact. Et donc quand on a une patiente qui arrive avec un gros antécédent ou des grosses peurs par rapport à son accouchement ou par rapport à cette vie nouvelle qui va arriver, mais ça peut vraiment créer une espèce de rétention, quoi. Ça peut ralentir le travail, ça peut créer une crispation et donc voilà. Et je pense que vraiment le fait d'avoir abordé tout ça, d'avoir discuté des peurs, des inquiétudes, des antécédents traumatiques, d'avoir préparé ce terrain pour le jour de la naissance, ça fait que le jour de la naissance, déjà elles arrivent en confiance en elles tout d'abord, et puis en confiance aussi avec l'environnement. Le projet de naissance permet aux futurs parents de se projeter dans ce moment qu'est l'accouchement. Mais il est également très important pour que les personnes qui vont les prendre en charge comprennent leur envie et les respectent. Notre force et notre chance, c'est de connaître les gens. Dans la majorité des cas, elles nous auront parlé pendant leur grossesse, si jamais elles ont vécu des choses particulières. Et on a même un document papier en fait qu'on leur demande de remplir avant. Et moi, je leur dis toujours, c'est un outil pour moi au moment des naissances. Je dis là, vous pouvez tout écrire. Si jamais vous avez vécu des choses, autant la maman que le papa, vous pouvez me raconter ici. Et en fait, au moment de la naissance, moi, je vais d'office relire ce document. Ça peut paraître totalement bénin, et d'ailleurs sur le moment je leur dis, vous avez peut-être l'impression que ça va être ultra intrusif, mais c'est des informations dont j'ai vraiment besoin. En fait, ils ont mis tout ça en place. Ah tiens, ils ont fait cette préparation-là avec cette sage-femme-là. Ah oui, d'accord. Ah, et elle a besoin de beaucoup de douceur et d'être coucouner cette femme. D'accord, je vais respecter tout ça. On va peut-être fermer les rideaux. On va mettre beaucoup de chaleur dans cette salle. On va essayer que le papa soit intégré complètement dans les soins. Ah, j'ai lu en fait effectivement que elle préfère que son mari sorte. Et c'est peut-être un choix du couple, c'est peut-être un choix du mari lui-même de dire moi j'ai pas envie de voir qu'on t'examine toutes les 2 heures. C'est un peu violent pour moi. C'est ok en fait. C'est vraiment un projet de couple, ce projet de naissance. Ce projet de naissance peut évoluer à tout moment. Souvent, c'est un projet de naissance qui est écrit chez les femmes que j'accompagne. On en parle très tôt. Alors, ça reste très utopiste peut-être. Et puis, ça évolue au fur et à mesure. Mais je dis toujours aux femmes que ce projet de naissance est important. Il peut changer le jour de la naissance. Parce que je peux m'imaginer avoir envie d'aller dans l'eau et puis détester ça le jour où je suis en travail et me mettre dans l'eau. Alors évidemment, il faut avoir une spontanéité autour des naissances et donc se dire que c'est un outil, mais que c'est pas non plus un document rigide. Et ça peut être souvent compliqué pour les professionnels de la santé dans les réalités qui sont possibles, de toujours l'appliquer. Si évidemment on est face à une urgence, face à X ou Y raison qui ferait que d'un point de vue médical, on ne pourrait pas respecter, au moins le professionnel de la santé pourrait dire, on a connaissance de votre projet de naissance, mais ici, et d'expliquer ce pourquoi on ne pourrait pas le respecter, et ce qui fait qu'alors, les parents ont reçu une explication de ce qui est en train de se passer, de pourquoi on est en train d'un peu dévier de ce projet de naissance, et ça leur donne des balises de compréhension pour pouvoir intégrer d'une manière plus douce ce vécu. Comme nous le disions précédemment,
Écrire un projet de naissance permet de se poser des questions. Et c'est aussi l'occasion de penser au lieu de l'accouchement. Ce sera probablement pas à l'hôpital classique, mais ce sera en plateau technique. Et puis après, ça a évolué finalement en accouchement à domicile, quoi. Il y a le gîte de naissance, donc ça ce sont des unités qui sont gérées par des sages-femmes au sein des hôpitaux pour le suivi de grossesse, et puis qui sont au sein de l'hôpital mais dans un autre service ou dans une autre salle, parce que ça dépend des hôpitaux, à nouveau ils ont pas tous la même chose que le service de salle d'accouchement habituel, j'ai envie de dire, en général avec des espaces qui sont aménagés, etc. et dans l'optique d'aller vers une naissance physiologique. La deuxième possibilité, c'est le plateau technique. Donc ça, ce sont des sages-femmes en dehors de l'hôpital qui accompagnent des patientes à l'hôpital, mais en général au sein de l'unité de salle d'accouchement. Ensuite, donc il y a la maison de naissance. Ce qui se passe, c'est que toute la partie logistique qu'il va y avoir autour de la naissance, les parents ne l'auront pas, parce que c'est nous du coup qui allons gérer cette partie-là. Ce sont donc les femmes qui sont suivies par la maison de naissance, qui viennent au moment où elles sentent que le travail se met en route, etc. et qui vont faire leur travail sur place, bénéficier de la structure sur place. Et puis parce que on a des piscines, on a des ballons, enfin voilà, on a des choses un peu pour aménager pour que elles puissent prendre telle ou telle position, enfin voilà, qu'elles puissent profiter en fait de pouvoir changer de position comme elles le veulent. Et puis elles accueillent leur nouveau-né avec nous. Et puis ensuite, nous on reste sur place encore 3 heures environ. Le projet de naissance de Victor et sa femme, c'était un accouchement à domicile. C'était pas une démarche de rejet complet de la médecine, d'être rétrograde, etc. Non, c'était vraiment conscient et avec aussi une belle équipe qui nous accompagnait. Donc on faisait pas ça tout seul dans notre coin. Ça, c'est vrai que c'est un aspect qu'on a dû gérer. L'angoisse des autres, ouais. On a été considérés pour certains comme vraiment des inconscients, avec des discours comme quoi que des femmes sont battues pendant des années pour pouvoir accoucher sans douleur. C'est difficile d'entendre que on faisait tout un travail préparatoire pour que cette douleur ne soit pas vécue comme quelque chose de trop violent, mais que ce soit un signe du corps qui permette à accompagner le mieux possible les contractions et rendre les poussées les plus efficaces possibles. C'est également le souhait de Léa d'être chez elle pour donner naissance à leur enfant. J'avais quand même déjà entendu que dans les hôpitaux, ça pouvait mal se passer. J'avais déjà entendu parler des violences obstétricales, même si, n'ayant pas accouché, je me rendais pas bien compte de ce que ça voulait dire. Puis je trouvais ça génial de se dire on est chez soi, on doit pas partir, on n'a pas peur d'être en retard, je sais pas moi, d'accoucher dans sa voiture, j'en sais rien. On peut se lever, aller dans son bain, aller se cuisiner un truc, enfin je sais pas, être chez soi dans son environnement où on se sent en sécurité. C'était ça qui me tentait, et me dire oui c'est ça, de ne pas devoir aller croiser une quantité de médecins. On parle tout le temps de ce qui pourrait mal se passer, alors que si les femmes sont bien informées, leurs partenaires, leurs accompagnants aussi, et si on leur explique c'est quoi une naissance respectée, au final ça donne une vision de la naissance où oui, possiblement, il y a un risque parce que quand on donne la vie, il y a toujours le risque de mort. Et ça, même à l'hôpital, on ne sait rien y changer. On peut très bien donner naissance en l'absence de douleur ou en étant dans l'intensité et sans avoir besoin de quelqu'un d'extérieur qui vient un peu se mêler de la situation, quoi. Nous allons maintenant aborder l'importance de la personne accompagnante lors de l'accouchement. Pour les accompagnants, c'est compliqué. On sait pas quoi faire. Mais rien que le fait d'être là, c'est déjà beaucoup. Par contre, si on vous dit arrête tes conneries, arrête de faire des blagues, arrêtez les blagues. Si on a besoin de tenir la main et de serrer au maximum, donnez votre main pour qu'on serre au maximum. Soyez là, comme elle le demande. Si elle dit, va t'asseoir sur une chaise, arrête tes conneries, tu vas t'asseoir sur une chaise et t'arrêtes tes conneries. Et posez vos questions aussi. S'il y a des questions, des craintes, parlez-en. La communication, c'est vraiment très important. La personne qui accompagne la future maman est bien évidemment présente pour la soutenir, mais aussi pour faire en sorte que ses choix soient respectés. Au moment où on accouche, on est dans un état un peu second, donc... Puis mon mari, il était aussi jeune, inexpérimenté là-dedans, je veux dire, donc il savait pas non plus
Pour la deuxième, il n'y a pas eu besoin, mais il était déjà plus préparé à dire ah non, ça, je suis sûre, elle voudra pas, ou ce genre de choses. Tandis que la première fois, on fait un peu ce qu'on nous dit. Puis on était un peu jeunes, on n'osait peut-être pas s'affirmer, j'en sais rien. Et pour un accouchement à domicile, le rôle de l'accompagnant peut parfois être plus important. J'ai dû gérer seul la quasi-intégralité du travail. Donc là, la sage-femme est arrivée à peine 10 minutes avant l'expulsion du bébé. Donc là, je me suis senti encore plus impliqué et j'ai cru que j'allais devoir gérer seul même la naissance. J'aurais envie de parler peut-être plus aux pères pour qu'ils puissent vraiment réellement prendre conscience qu'ils ont un rôle entier important dans ce processus. Et je trouve qu'on est encore trop dans des réflexes de se dire oui, mais ça nous concerne pas. Ils ont un rôle essentiel à jouer aux côtés de leur conjointe, que ce soit autour de la grossesse en elle-même, mais aussi au moment de l'accouchement, tout en se respectant, parce que j'ai des amis qui m'ont dit que pour eux c'était tellement insupportable ou qu'ils risqueraient de tomber dans les pommes, etc. Ben, je trouve que c'est respectable d'être conscient en fait de ses limites. La première fois, c'était aussi la place du papa, à savoir surtout lui, comment est-ce qu'il allait m'aider, comment rentrer en contact aussi avec le bébé finalement, quand il est dans le ventre, parce que le soir, nous c'est facile, on le sent, donc on met ses mains, coucou. Mais bon, papa, c'est encore autre chose. Donc la première fois, Estelle nous a montré comment est-ce qu'il pouvait rentrer en contact avec bébé, comment est-ce qu'il pouvait m'aider le jour de l'accouchement. Mais si on peut être conscient qu'on peut déjà vivre quelque chose avant d'avoir réellement l'enfant dans les bras en tant que père, c'est tellement plus riche, quoi. Je dois dire qu'on a eu plutôt de la chance que la période de grossesse se soit vraiment bien passée. Donc c'était un chouette moment d'accompagnement. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'on se prépare souvent au postpartum, à l'accouchement, mais il faut se dire qu'être parent, c'est 9 mois avant et tout ce qui peut se dérouler durant la grossesse, c'est tout aussi compliqué, voire peut-être même plus compliqué parce que on parle d'un fœtus, c'est pas un être humain qu'on peut toucher, qu'on peut s'occuper, qu'on voit et c'est d'autant plus blessant et on se sent d'autant plus impuissant. Pour moi, c'est le conseil principal que je donnerais, c'est se préparer dès la conception, en fait. En fait, la seule personne dont elles ont besoin, c'est elles-mêmes et leur partenaire qui les accompagne avec bienveillance. La famille aussi surtout, parce qu'ils nous aident beaucoup. Ma maman, elle est infirmière aussi, donc elle a pu aussi vérifier ma cicatrice, m'aider pour l'allaitement. Me dire allez, il faut être forte parce que quand on allaite, ça tire, c'est normal. Il y a la famille, le compagnon qui est là pour les enfants, pour le petit. En tant que sage-femme, Carole travaille sur le rôle de l'accompagnant pendant l'accouchement. Je pose la question de la place de l'accompagnant, accompagnante. Voir un petit peu, comment est-ce qu'il est, qui il est, et d'aussi sentir, est-ce que c'est plutôt quelqu'un de stressé ou de serein, est-ce qu'il fait preuve de bon sens ou est-ce qu'il a besoin d'être sécurisé tout le temps, Et souvent, j'invite les mamans à leur dire de venir. Donc, quand ils arrivent, très souvent, je leur demande comment ils se sentent, eux, par rapport à cette naissance. L'inattendu, à la souffrance de voir quelqu'un qui souffre, parce qu'en général, ils n'ont jamais vu leur compagne se plaindre 2 secondes, râler 2 secondes, oui, mais des heures et des heures de travail. Et du coup, de voir, comment est-ce qu'il peut être plus actif. Donc, les massages, la pleine présence, l'ancrage, je travaille beaucoup avec eux, les mots doux à glisser à l'oreille de sa compagne. Aussi de faire sa petite valise de survie pour tenir pendant quelques heures parce que peut-être que sa femme n'aura pas faim forcément, mais lui, il aura peut-être besoin d'un peu d'énergie pour se sentir pleinement présent. Voilà, c'est plein de petites choses pour qu'il puisse trouver sa place en tout cas. Alors on rigole souvent avec ça, mais tout ce qu'il est peut-être pas nécessaire de dire le jour de la naissance. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ou justement la femme risque de le refouler. Mais aussi, dans tous ces gestes de comment trouver sa place, c'est aussi de respecter
ce qui se fera le jour J. Donc, de leur expliquer aussi que parfois certaines femmes ont besoin de beaucoup de cocons, d'être soutenues, d'être entourées, chouchoutées, prises dans les bras. Et ben, peut-être que ce jour-là, au moment de la naissance, elle va tout refuser. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est important que le papa ou la maman, en fonction des situations, soit présent et que, quand c'est possible, que je trouve que c'est un projet à deux. Plus pour la deuxième, je dis souvent on a accouché. En fait, c'est moi, mais du coup, ça montre que c'était tous les deux, en fait. Ce que j'aborde aussi souvent avec les partenaires, c'est que c'est pas rien, en fait, de voir la femme qu'on aime souffrir, en fait, avoir mal, et que il faut pas partir en panique, en fait, à ce moment-là, que c'est important, que lui, en fait, son job, ça va être de la ramener, en fait, de même respirer avec elle, etc. Donc voilà, moi, je leur donne plein de missions, moi, aux partenaires. Et puis, au-delà du moment de l'accouchement, le ou la partenaire a pleinement un rôle à jouer dans la période de postpartum. J'ai beaucoup travaillé avec les papas ces derniers temps et je disais, c'est fou comme la littérature pour les papas, elle part juste du principe que les papas, ils savent pas gérer. Mais c'est faux, en fait. Il y a des papas qui se sont beaucoup informés, qui sont vraiment au clair sur comment ça va se passer. Mais je trouve que dans le postpartum, vous allez galérer, c'est normal, c'est compliqué, le bébé va beaucoup pleurer, etc. Mais parfois, juste redonner du sens, expliquer toutes les attentes qu'on a sur les bébés au niveau du sommeil sont terribles et font vivre des nuits d'enfer aux parents. Comme, c'est tout ça, en fait, qui est important de se rappeler, en fait, qu'on est capable. C'est aussi tout ce qu'on essaye d'informer, de dire aux femmes. Et au couple, c'est de leur dire, en fait, t'as tout en toi. En fait, si toi, tu l'accompagnes bien, et que vous êtes dans la confiance, ça va encore plus marcher.